L'atmosphère dans la maison à 0h30 précise aurait dû être d'un calme absolu, ponctué seulement par le bruit familier et réconfortant du chauffage qui se met en marche ou le doux craquement du vieux bois qui se tasse. Au lieu de cela, quand moi, Jacques, 20 ans, après la longue et épuisante fin de mon service de nuit au supermarché du coin, je suis entré directement dans une aura implacable de désespoir chimique brut qui régnait entièrement dans le salon. Ma mère dormait profondément à l'étage, totalement inconsciente du désastre qui s'était matérialisé au rez-de-chaussée. La source de cette profonde perturbation était Martha. À 45 ans, Martha était l'amie la plus âgée, la plus intense et incontestablement la plus tumultueuse de ma mère. Photographe publicitaire brillante et d'un esprit mordant, sa vie semblait constamment rythmée par une succession de succès professionnels spectaculaires et de revers personnels dévastateurs. Ce soir-là, c'était manifestement un revers dévastateur qui allait marquer un tournant dans sa carrière. Ses fiançailles récentes, très médiatisées, avec un riche promoteur immobilier venaient de se rompre de façon spectaculaire. Je l'ai trouvé recroquevillé sur le grand canapé en cuir blanc, étroitement enveloppé dans un plaid épais et coûteux, mais paraissant terriblement vulnérable. Une bouteille à moitié vide de vin rouge italien haut de gamme était posée en équilibre précaire sur la table basse en verre, à côté d'un rouge à lèvres dans un verre en cristal. Sa robe, d'ordinaire éclatante et choisie avec soin une soie bleu saphir profond était froissée et tordue autour de sa silhouette. Son visage était pâle, tendu par le stress, et son eyeliner, normalement impeccable et appliqué avec minutie, avait légèrement coulé, traçant des lignes sombres, vulnérables, presque tragiques sur ses joues. Elle était profondément, indéniablement ivre, mais, point crucial, par inconsciente juste réduite à l'essentiel, souffrante et exigeant dangereusement une honnêteté sans faille. Les règles d'interaction avec Martha tout au long de ma vie avaient toujours été les mêmes, être poli, garder une distance respectueuse, reconnaître son âge avancé et la longue amitié avec ma mère, et ne jamais s'engager dans sa complexité. Ce soir, ces règles rassurantes de l'enfance n'étaient qu'une fausse prétention. C'était une femme magnifique et forte en proie à une crise émotionnelle catastrophique, et j'étais le seul témoin encore éveillé. Jacques, murmura-t-elle, le son étiré sur la syllabe. Sa voix rauque, grave et imprégnée des restes de son vin cher. Elle n'ouvrit pas complètement les yeux, mais reconnut instantanément ma présence soudaine, sa concentration intérieure intacte. L'équipe de secours est arrivée, ne vous inquiétez pas. Juste une jeune équipe d'observation discrète. Martha, répondis-je, ma voix baissant immédiatement pour adopter le ton bas, calme et protecteur que j'avais instinctivement adopté un ton qui appartenait à un homme bien plus âgé que moi. J'ai déplacé délibérément la bouteille de vin à moitié vide et l'ai déposée doucement mais fermement hors de sa portée immédiate sur le parquet ciré. Que s'est-il passé? Tu devrais être à Venise en ce moment, pas ici. Venise est un mensonge, murmura-t-elle, un rire sec et sans humour lui étranglant la gorge. Elle se redressa lentement, serrant la couverture autour de ses épaules d'une poigne désespérée. Ses yeux, lorsqu'ils s'ouvrirent enfin, étaient sombres, absents et d'une tristesse implacable, portant le poids profond de ses 45 ans. Il m'a laissé un mot de lâche écrit à la main. Après 4 ans de promesses, il a dit que mon intensité était structurellement instable. Elle tendit lentement la main vers le verre de vin, mais ne trouva que du vide là où se trouvait la bouteille. Elle me regarda alors avec une expression douloureuse, désespérée, qui laissait transparaître toute fausse apparence. Cette structure intense a disparu, Jacques, et j'ai besoin d'un point d'ancrage, de quelque chose de réel. Tu es l'homme le plus sobre, le plus calme, le plus fort qui soit resté éveillé dans cette maison ridicule. J'ai reconnu le danger. Je me suis assis sur le pouf en face d'elle, maintenant la distance professionnelle, l'espace nécessaire de la table basse, mais laissant la conversation se poursuivre. Une encre ne se trouve pas dans une bouteille, Martha. Elle vient de l'intérieur ou de la vérité. Dis-moi ce qu'il a écrit. Fais éclater la vérité. Elle inspira profondément, le mouvement révéla l'élégant décolleté de sa robe et la fragilité crue et pâle de sa peau en dessous. Elle ne semblait pas consciente d'être exposée, seulement de la froideur. Il a dit que j'étais trop femme pour lui, avoua-t-elle, sa voix lourde d'apitoiement sur elle-même, d'alcool et d'une colère brute, humiliée. Trop exigeante, trop réussie, trop de vie. Il voulait le calme, il voulait un monde simple. Et maintenant, je suis silencieuse, seule et terriblement froide.
Sa main une main mûre, élégante, sûre, habituée à manier des appareils photo coûteux sortis de sous la couverture, traversant l'espace entre le canapé et le pouf. Son intention était claire, directe et totalement inappropriée. Elle cherchait un réconfort physique direct auprès du fils de 20 ans de son ami. « Jacques » murmura-t-elle, sa voix en supplication désespérée, empreinte de vulnérabilité et d'alcool. « Tiens-moi la main, juste jusqu'à ce que j'arrête de trembler, juste jusqu'à ce que la pièce cesse de tourner et que je cesse de me sentir si petite. Je ne peux pas rester seule avec ce froid. » L'atmosphère du salon, déjà chargée d'une tension non dite, se figea autour de la main tendue de Martha. « Tiens-moi la main. Jusqu'à ce que j'arrête. » Ce n'était pas une question, mais un ordre absolu, désespéré, donné par une femme complètement dépouillée de son armure professionnelle. Sa main froide et élégante restait suspendue entre le cuir précieux du canapé et le tissu du pouf, comblant le fossé social qui nous séparait. Je savais avec une clarté absolue que lui prendre la main était une violation éthique irréversible et profonde. C'était l'abandon total de mon rôle de fils dans la maison et l'acceptation définitive de mon rôle de pilier. C'était un pacte secret signé au cœur de la nuit dont seule la maison endormie dans l'obscurité fut témoin. Mon conflit intérieur fut immédiat et aigu. Reculer signifiait préserver la sécurité de la structure familiale, mais cela signifiait aussi abandonner une femme en proie à une détresse manifeste. Avancer comportait le danger, mais cela apaisait un désir profond et inconnu, le besoin d'être l'unique source de force pour une femme forte et mûre qui en avait besoin. Je n'ai pas hésité longtemps. L'appel à l'aide était trop urgent, trop viscéral. Lentement, délibérément, j'ai avancé le bras. Ma main jeune et forte s'est tendue et a doucement enveloppé la sienne. Sa peau était instantanément d'une fraîcheur saisissante, contrastant avec ma propre chaleur naturelle et légèrement humide à cause du verre de vin froid qu'elle avait tenu. Le contact, si innocent dans sa fonction, si simple et réconfortant, était bouleversant dans le contexte. Sa main était délicate et pourtant ferme, portant la subtile texture d'une peau mûre, et elle se resserra immédiatement autour de la mienne avec une intensité désespérée et écrasante qui démentait son apparence élégante. « Merci » murmura-t-elle, ce seul mot étant un profond soupir de soulagement. Elle rapprocha légèrement ma main de la sienne, posant nos mains jointes sur l'épaisse laine rêche de la couverture qui recouvrait sa cuisse. La chaleur de ma paume fut instantanément absorbée par sa froideur. Je restais assis sur le pouf, immobile, conservant ma posture assise. Mais la frontière spatiale n'avait plus aucune importance. Notre connexion physique était le seul point d'intérêt de ce moment silencieux et désespéré. « Tu as dit qu'il voulait du calme » murmurai-je, gardant ma voix basse et posée, essayant de la ramener à la réalité, à ce qu'elle pouvait gérer, loin de ce besoin physique immédiat et écrasant. « C'est son échec, Martha, pas le tien. Tu es la vie, tu es l'énergie. Il voulait moins. » Elle tourna légèrement la tête, juste assez pour que ses yeux tristes et sombres se posent directement sur mon visage sans regarder nos mains. L'alcool rendait son regard intensément direct, d'une vérité troublante. « Il voulait de la simplicité, Jacques, » corrigea-t-elle d'une voix fragile. « Il voulait une structure simple et je lui ai offert le chaos déguisé en article. Mais toi, tu es la structure simple, tu es silencieux. Tu es ce dont j'ai besoin de croire réel en ce moment, une structure simple. » J'ai réfléchi, ce terme frappant avec la force d'une insulte et d'un compliment. Elle ne me voyait pas. Elle voyait l'encre fiable, saine et chaleureuse qui manquait à sa vie. Et j'utilisais ma jeunesse comme un outil pour la réconforter. Sa prise sur ma main s'est légèrement relâchée, passant d'une étreinte désespérée à une poigne ferme et intentionnelle. Elle recommença à parler doucement, confessant la profonde humiliation du départ brutal de son fiancé, les complications financières et la peur de perdre le fondement de sa vie, son identité de femme capable de tout gérer. Ces mots jaillissaient, bruts et sans filtre, l'alcool agissant comme un agent corrosif sur ses filtres internes. La conversation se prolongea pendant ce qui sembla être une heure, un échange prolongé et murmuré entre la douleur de la maturité et l'écoute attentive et lucide de la jeunesse. Je ne donnais aucun conseil. Je n'offrais que ma présence et la chaleur constante et indéniable de ma main. Sa main, d'abord froide, commença lentement, presque imperceptiblement, à se réchauffer, absorbant la chaleur de la mienne. Finalement, l'épuisement et l'alcool eurent raison d'elle.
Ses yeux commencèrent à se fermer, ses longs cils noirs reposant sur ses joues. Sa tête s'inclina lentement, lourdement, jusqu'à se reposer doucement contre le cuir frais du dossier du canapé. Son dernier acte délibéré avant de se rendre fut de repositionner à nouveau nos mains jointes, ma main plus haut jusqu'à ce que nos poignets reposent ensemble sur la laine douce. Une reconnaissance finale et définitive du pacte que nous avions forgé dans la plus sombre heure de la nuit. « Ne me lâche pas, Jacques, murmura-t-elle, sa voix à peine audible dans le silence de la pièce. Pas encore, pas avant que je sois partie. Et sur ces mots, sa respiration s'approfondit, devenant lente et rythmique. Elle dormait. Je restais assis, immobile sur le pouf, la main prisonnière, fermement ancrée par sa main endormie, élégante, exigeante, entourée des vestiges de son chagrin et du parfum d'un vin cher et de parfum. J'étais le gardien de son plus profond secret, le soutien physique de son effondrement émotionnel, et je ne pus bouger jusqu'au retour du soleil. Je restais figé, totalement immobile, sentinelle silencieuse et profondément compromise au cœur de la maison de ma mère endormie, inconsciente du danger. Ma main droite était fermement captive, ancrée par la poigne élégante mais intensément exigeante de Martha, endormie contre l'épaisse couverture de laine riche qui recouvrait sa cuisse. L'obscurité à l'extérieur des fenêtres du salon s'était intensifiée, inaugurant son absolu. Plus sombre encore, les seuls sons étaient le bourdonnement lent, lointain et rythmé de la chaudière au sous-sol et le rythme superficiel, régulier et hypnotique de la respiration alcoolisée de Martha. La position était physiquement éprouvante. Nos poignets étaient pressés l'un contre l'autre au rythme subtil et régulier de sa vie, une vie fracturée par la trahison qui battait avec insistance contre l'os ferme du mien. Je pouvais ressentir la profonde chaleur résiduelle, la chaleur consciemment transmise de mon jeune corps au sien, qui désormais transformait notre lien moins en un simple réconfort qu'en une étrange symbiose interdite profondément épuisante. Tout mon être était impitoyablement rigide, nécessaire au maintien de son sommeil. Mais bouger était impossible. Le moindre mouvement presque imperceptible la réveillerait à coup sûr, l'exposant instantanément à la question crue de la suite des événements. Le cadre éthique de ma vie n'était pas seulement déformé, il était réduit en miettes. J'avais 20 ans, un complice involontaire mais docile dans la crise intime et profonde d'une femme mûre. Ma jeunesse, ma sobriété naturelle et la chaleur humaine de mon foyer avaient été impitoyablement exploitées comme un échafaudage temporaire et facilement jetable pour son monde effondré. Le poids de sa dépendance silencieuse était plus lourd que n'importe quel fardeau physique que j'avais jamais connu, pesant sur ma conscience et définissant ma présence. Je restais assis là, endurant la douleur, et j'observais son visage dans la faible lumière ambiante qui filtrait faiblement du couloir. Dépouillé de son esprit professionnel aiguisé, de son œil de photographe et de son imposant contrôle social, son visage de 45 ans était simplement beau, profondément marqué par les rites indéniables d'une expérience complexe et maintenant profondément adouci par la profonde sédation du sommeil et du chagrin. Je voyais la vérité brute, sans phare, définitive, celle de la femme que ma mère appelait sa meilleure amie. Une vérité qui avait été méticuleusement cachée au monde et certainement aux garçons qui venaient parfois à la maison. Chaque minute qui passait était une confirmation silencieuse et douloureuse de notre dangereux pacte. Je ne tenais pas seulement sa main, je tenais son plus grand secret, son échec public et l'énergie brute et dangereuse de son chagrin incontrôlé. Puis la première faible lueur grise et implacable de l'aube commença son inéluctable infiltration, tentant de se faufiler à travers les bords des fenêtres du salon. C'était une clarté froide et crue qui promettait aucune pitié. Le matin qui approchait n'était pas un renouveau. C'était une menace dévastatrice pour le sanctuaire de la nuit. La subtile lumière naissante sembla immédiatement perturber Martha. Sa respiration s'accéléra, devenant superficielle, irrégulière et douloureusement erratique. Sa prise sur ma main, détendue pendant son sommeil, se resserra instantanément avec une force musculaire soudaine, aiguë, presque paniquée. Ses yeux s'ouvrirent non pas lentement comme lors d'un doux et progressif éveil, mais d'un coup, avec la clarté surprise et désespérée de quelqu'un réalisant que sa profonde vulnérabilité a été exposée à la lumière crue et jugeante. Elle m'aperçut en premier le jeune homme assis rigidement sur le pouf, sa main fermement entrelacée à la sienne sous le couvert de la couverture. Puis la prise de conscience s'amplifia, le verre de vin, la bouteille jetée, la robe de soie froissée, l'échec professionnel désastreux et la présence silencieuse et accusatrice de la lumière du matin.
La reconnaissance instantanée de sa situation catastrophique, la honte, le contexte dévastateur, le désastre éthique de m'impliquer traversèrent son visage de 45 ans dans une séquence d'émotions fulgurantes et terrifiantes. Elle ne cria pas, ne tressaillit pas, ne s'excusa pas. Sa réaction fut une défense pure, désespérée, mature et une soudaine et farouche reconquête du contrôle. Jacques, murmura-t-elle, son nom devenant un ordre bas et impérieux, une supplication désespérée et un avertissement profond, indélébile, tout à la fois. Sa main serrant toujours la mienne avec une intensité presque douloureuse bougea légèrement, nos mains jointes se rapprochant encore davantage, les dissimulant plus profondément sous l'épaisse bordure protectrice de la couverture. Et ne bouge pas, ne parle pas, pas un mot, ne me regarde pas comme ça. Son regard était intense, me forçant, me piégeant dans une conspiration absolue. Elle n'avait plus besoin d'être réconfortée. Elle avait besoin d'un contrôle immédiat et absolu et d'un silence inviolable. La honte professionnelle était accablante, mais le besoin de protéger le secret et donc de me protéger était primordial. Je sentais son pouls battre violemment et rapidement dans la peau fraîche de son poignet contre le mien. Nous étions tous deux terriblement réveillés, tous deux silencieux, prisonniers de la nouvelle dangereuse réalité du matin. La question de savoir comment retirer ma main fut instantanément remplacée par le terrifiant besoin de maintenir la supercherie. Le silence du salon était absolument assourdissant, décuplé par la lumière crue, froide et pâle du matin qui à présent se déversait avec force à travers les vastes fenêtres, exposant impitoyablement chaque minute détail de la scène. La main de Martha, rigide, déterminée et totalement désespérée, maintint son emprise de fer sur la mienne sous la couverture, m'imposant une immobilité insoutenable et prolongée à la fois physiquement douloureuse et psychiquement nécessaire. Ses yeux sombres, désormais clairs après le choc initial du réveil, étaient fixés sur mon visage avec une exigence intense et irrévocable de complicité immédiate et absolue. Nous étions figés dans un tableau terrifiant de compromis, une femme mûre et forte s'accrochant farouchement au seul point d'ancrage sobre et chaud disponible, et un jeune homme pris au piège par le poids soudain et écrasant émotionnel de sa vérité profonde. L'air entre nous était lourd de l'indicible. Ils vont bientôt se lever, siffla-t-elle, sa voix à peine audible un murmure paniqué qui contrastait fortement avec son ton autoritaire habituel. Elle désignait ma mère qui ne se doutait de rien, son mari David et la possibilité imminente et totale que son monde entier s'effondre publiquement. Il faut que ça cesse maintenant. Comment, ai-je murmuré en retour, la gorge sèche après une nuit de silence imposé. Mes yeux se sont portés sur les preuves accablantes, la bouteille de vin jetée, la robe de soie froissée et l'imperméable éparpillé près de la porte. Autant de marqueurs indéniables de la catastrophe. Tu ne peux pas bouger maintenant. Tu te trahirais. Tu as besoin de mon aide pour maintenir l'illusion. Son regard ne quittait pas le mien. Elle évaluait la situation avec l'efficacité impitoyable et rodée d'une professionnelle accomplie. Elle calculait le risque maximal par rapport à la dissimulation nécessaire. La honte personnelle était désormais reléguée au second plan, entièrement supplantée par l'impératif urgent de sécurité opérationnelle. Elle avait besoin de mon aide une dernière fois, non pas pour la consoler, mais comme complice silencieux et essentiel de la grande supercherie. « Écoute bien, Jacques, ordonna-t-elle, sa voix retrouvant instantanément la fermeté de 20 ans de lutte en entreprise, bien que toujours murmurée à voix basse. Tu n'étais jamais là. Tu es entré, tu as vu que je dormais et tu es monté directement à l'étage. Le vin était déjà fini, la couverture était déjà en place. Il ne s'est rien passé entre nous, rien qui puisse être prouvé. » Elle commença lentement, méticuleusement, à déplacer nos mains jointes sous la couverture, ses mouvements d'une lenteur insoutenable, calculés pour éviter le moindre bruit ou tremblement qui aurait pu trahir l'état actuel de ses mains. Nos mains émergèrent enfin, et elle accomplit le geste encore froid du matin. Ses doigts qui s'étaient accrochés à moi désespérément toute la nuit se détachèrent délibérément des miens dans une libération finale, douloureuse et délibérée. Au moment où nos peaux furent complètement séparées, une vague d'air froid et vide s'engouffra violemment entre nous. La chaleur intense qui nous avait liés toute la nuit disparut instantanément. Je ressentis la perte soudaine et profonde de la connexion, la rupture de ce lien électrique illicite, bien plus troublante et mémorable que le contact prolongé ne l'avait été. Non, ordonna-t-elle, sa voix retrouvant le volume précis de quelqu'un simplement épuisé professionnellement et non émotionnellement anéanti.
Elle posa délicatement ma main libre sur ma cuisse et lissa doucement la couverture de laine sur elle, les yeux toujours fixés sur les miens, scellant ainsi le pacte. Monte à l'étage. Si quelqu'un te le demande, je suis arrivée en retard. J'étais épuisée. J'ai pris immédiatement un somnifère pour me remettre du décalage horaire et du stress. Je me levai avec des crampes et des courbatures dues à la longue épreuve, mais avec l'obéissance mécanique de quelqu'un qui a reçu des ordres directs et impérieux de survie. Je l'ai regardé, la belle femme de 45 ans assise droite comme un i sur le canapé, le visage un masque parfait de calme épuisé, les yeux brûlants d'une exigence brute et non négociable de silence. Je ne dirai rien, Martha, ai-je confirmé, la promesse silencieuse portant l'immense poids profond des heures que nous avions partagées, de la vérité que nous avions enfouie. Elle reste ici enfermée. Bon garçon, a-t-elle répondu. La phrase se voulait condescendante et méprisante, me replongeant dans ma jeunesse, mais elle résonna en moi comme si mon partenaire reconnaissait un secret profond, dangereux et partagé. Je me retournai et quittai le salon, ramassant méticuleusement la bouteille de vin et le verre vide en sortant. Mon dernier acte silencieux pour effacer les preuves matérielles.